Tu sais ce que c'est, cette sensation. Tu lèves les yeux vers le ciel un soir de rouillet, l'air est tiède, il y a peut-être une odeur d'herbe coupée ou de café refroidi dans ta tasse, et soudain tu la vois, cette chose invisible, silencieuse, absolument partout, qui t'écolle au sol avec une précision terrifiante. Elle ne fait pas de bruit, elle n'envoie pas de signal, elle ne te prévient pas, elle est simplement là, implacable, depuis le premier instant de ta vie, et tu ne l'as jamais vraiment comprise. Pas vraiment, et ce n'est pas ta faute. Parce que presque personne ne te l'a jamais expliqué correctement. Pas un seul professeur, pas un seul manuel scolaire, pas une seule émission de vulgarisation. Ils t'ont tous donné la même réponse sous-C, la même métaphore fatiguée, le même raccourci intellectuel qui ressemble à une explication, mais qui, en réalité, masque quelque chose de bien plus profond, de bien plus étrange, de bien plus beau. Il pensait à ça souvent, Feynman. Il pensait à cette espèce de tricherie collective que nous commettons chaque fois que nous utilisons un mot pour remplacer une compréhension réelle. Il appelait ça donner un nom à quelque chose en faisant semblant de l'avoir compris. Et la gravité, oh la gravité, c'était son exemple préféré. L'exemple parfait de cette illusion de connaissance qui nous endort et qui, si on n'y prend pas garde, pourrait nous coûter bien plus qu'un mauvais résultat à un examen. Non, 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 ce n'est pas une exagération. Et il va falloir rester là, parce que ce qui suit va modifier quelque chose dans ta façon de voir le monde, le cosmos et ta propre existence dessous. Imagine un enfant 5 ou 6 ans, les venous encore sales de la dernière fois qu'il a couru dans le jardin. Il lâche une baille. La baille tombe. Il regarde son père et il demande pourquoi elle tombe, la baille. Et le père, qui a probablement eu une longue journée, répond « Parce que c'est la gravité, mon grand ». Et l'enfant hoche la tête, et quelque chose de dangereux vient de se passer. Non, pas dangereux au sens dramatique, mais dangereux au sens où une porte qui aurait pu s'ouvrir vient de se refermer. L'enfant a reçu un mot, pas une explication. Un mot. Et il va grandir avec ce mot dans la tête, croyant qu'il sait quelque chose, alors qu'il a simplement appris à nommer son ignorance. Feynman détestait ça avec une passion presque physique. Il disait, et il le répétait souvent, que la différence entre connaître le nom d'une chose et connaître la chose elle-même est une différence fondamentale, une différence qui détermine si tu es vraiment un être pensant ou si tu es simplement un perroquet bien éduqué. Ce n'est pas une insulte, c'est un diagnostic. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment la gravité? Commençons par ce soir-là. Tu es dehors, la nuit est claire et tu lèves les yeux. Tu vois les étoiles, peut-être quelques planètes, et si tu es chanceux et loin de la pollution lumineuse des villes, tu vois peut-être la bande laiteuse de notre propre galaxie traverser le ciel comme une cicatrice. Lumineuse, c'est beau, c'est aussi terriblement humain de trouver ça beau et de ne pas se demander ce qui maintient tout ça ensemble, ce qui maintient les planètes en orbite, ce qui fait que notre Soleil ne se disperse pas en milliards de particules de plasma dans toutes les directions. Ce qui fait que toi, en ce moment précis, tu es scollé à cette boule de roche et de métal infusion qu'on appelle la Terre, et non pas en train de flotter dans le vide entre Jupiter et Saturne. La réponse, tu la connais. Tu crois la connaître. Elle s'appelle gravité. Et pourtant, si quelqu'un te demandait ce soir ce qu'est réellement la gravité, pas ce qu'elle fait, mais ce qu'elle est, tu trébuchères. Tout le monde trébuche. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Si tu trouves que cette question mérite une vraie réponse, si tu pensais qu'est comprendre l'univers dans lequel on vit est peut-être légèrement plus important que de défiler des vidéos sans fin, alors tu es exactement au bon endroit. Et si tu as déjà réfléchi à l'espace, à ce qui nous attend là dehors, à ce que nous devons comprendre pour survivre en tant qu'espèce, eh bien considère abonner-toi à cette chaîne. Parce que ce n'est pas de la vulgarisation tiède qu'on fait ici. C'est de la physique avec les dents. C'est Feynman qui revient d'entrer les concepts pour te secouer par les épaules et te dire « Réveille-toi, il y a des choses magnifiques à comprendre et tu n'as pas de temps à perdre. » Laisse un commentaire aussi. Dis-nous ce que tu crois savoir sur la gravité avant de continuer. C'est un exercice honnête et légèrement humiliant, dans le bon sens. Bon, revenons à nos moutons cosmiques. Newton. Il faut commencer par Newton parce que c'est lui qui a rendu la gravité mathématique et donc réelle pour les physiciens. L'histoire de la pomme, tu la connais. Feynman l'a trouvée amusante. Pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle suggère que Newton a eu une révélation soudaine, comme si l'univers lui avait tapé sur la tête avec un fouet
pour lui transmettre un secret. La réalité est plus fascinante. Newton a réfléchi. Il a réfléchi pendant des années avec une intensité presque effrayante à pourquoi la Lune tombe. Oui, tombe. La Lune tombe vers la Terre, en permanence, sans s'arrêter. Et pourtant, elle ne s'écrase pas. Et c'est là que quelque chose de magnifique s'est passé dans la tête de Newton. Imagine que tu lances une balle horizontalement. Elle avance et elle tombe. Tu la lances plus fort, elle avance plus loin avant de tomber. Tu la lances encore plus fort, plus loin encore. Et Newton s'est demandé, et si tu la lançais si fort que, pendant qu'elle tombe, la courbure de la Terre s'éloigne sous elle à la même vitesse qu'elle descend, alors elle tomberait indéfiniment sans jamais toucher le sol. Elle serait en orbite. La Lune tombe vers la Terre, elle tombe tout le temps. Elle manque juste la Terre à chaque fois parce qu'elle a suffisamment de vitesse latérale. C'est une orbite. Ce n'est pas une magie de l'espace, c'est une chute permanente et élégante. Feynman adorait cette image. Pas parce qu'elle est poétique, mais parce qu'elle est vraie. Et parce qu'elle montre que la physique, quand on la comprend vraiment, est bien plus simple et bien plus étrange que ce qu'on croit. Newton a donc formulé sa loi. Deux masses s'attirent avec une force proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de leur distance. C'est la formule. Et pendant 2 siècles, cette formule a fait des miracles. Elle a prédit les marées. Elle a permis de calculer les trajectoires des planètes avec une précision stupéfiante. Elle a même permis de découvrir Neptune, une planète que personne n'avait jamais vouée, simplement parce que la trajectoire d'Uranus ne correspondait pas exactement au calcul et que les astronomes ont dit « il doit y avoir quelque chose là-bas qui tire des sous ». Et là-bas, il y avait effectivement quelque chose, Neptune, trouvé au bout d'un crayon et d'une formule. C'est beau, c'est même vertigineux. Et pourtant, Newton lui-même savait qu'il avait un problème énorme. Un problème qu'il a honnêtement reconnu dans ses écrits, ce qui le rend immédiatement sympathique et intellectuellement courageux. Il savait calculer la gravité. Il ne savait pas ce qu'elle était. Il ne savait pas comment 2 corps séparés par des millions de kilomètres de vide absolu pouvaient s'attirer. Par quel mécanisme? Par quel canal? Par quel intermédiaire? Il a écrit lui-même qu'il ne forgeait pas d'hypothèse sur ce sujet. Ce qui, traduit de son latin élégant, signifie à peu près « Je n'en ai aucune idée, mais les équations marchent, alors allons-y ». Ça, c'est de l'honnêteté scientifique. Et c'est aussi l'endroit exact où Feynman aurait frappé la table. Sourit de ce sourire légèrement espiègle qui lui était propre et dit « Voilà, voilà le vrai problème, le vrai mystère. Pas la formule, le mécanisme, la nature profonde de la chose. » Parce que 2 siècles plus tard, un autre homme allait regarder ce problème et il allait le résoudre d'une façon tellement radicale, tellement surprenante, que même aujourd'hui, plus d'1 siècle après, la plupart des jeunes ne l'ont pas vraiment digéré. Il y a un mot pour ce qu'il a découvert. Il y a un concept qui change toute à notre compréhension de la gravité, de l'espace, du temps et même de ce que signifie exister dans l'univers. Et je vais y venir. Mais pas encore. Pas tout de suite, parce qu'il faut d'abord comprendre pourquoi ce qui vient avant est insuffisant. Voici ce que presque tout le monde comprend mal sur la gravité, et c'est là que ça commence à faire mal. La plupart des gens, et ne te vexe pas, parce que c'est vrai pour presque tout le monde sauf quelques fous qui lisent des articles de physique le dimanche matin en pyjama, la plupart des gens pensent que la gravité est une force. Une force comme la poussée d'un moteur de fusée ou comme l'attraction d'un aimant sur un morceau de métal. Une force qui agit, qui tire et qui pousse. Et cette idée précisément est l'erreur fondamentale. L'erreur conceptuelle qui nous empêche de vraiment comprendre l'univers. La gravité n'est pas une force au sens où Newton l'a décrite. Pas vraiment. Et pourtant, pendant 2 siècles, cette description a tellement bien marché que personne n'avait vraiment envie de la remettre en question, jusqu'à ce qu'une anomalie apparaisse. Jusqu'à ce qu'une expérience mentale, une de ces expériences de pensée que Feynman adorait, révèle une contradiction profonde. Voilà l'anomalie. Si tu es dans une cabine fermée, sans fenêtre, sans contact avec l'extérieur, et que tu ressens une poids sous tes pieds, une sensation de lourdeur, une résistance au sol, tu ne peux pas savoir, depuis l'intérieur de cette cabine, si tu es sur Terre en train d'être attiré par la gravité, ou si tu es dans l'espace et que ta cabine accélère vers le haut avec exactement la même intensité que l'accélération gravitationnelle terrestre. Tu ne peux pas faire la différence.
Les deux situations produisent exactement la même expérience physique. C'est le principe d'équivalence, et c'est le point de départ d'une révolution. Fichette bien. Non, attention, c'est là que le cerveau commence à résister. Parce que l'intuition dit, évidemment je saurais faire la différence, et pourtant pas du tout. Toutes les expériences physiques, toutes les mesures que tu pourrais faire depuis l'intérieur de cette cabine donneraient exactement les mêmes résultats dans les deux situations. Et ça, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une coïncidence bizarre de la nature. C'est une vérité profonde sur la structure de la réalité. Einstein a saisi ça. Il a compris que si la gravité et l'accélération sont indiscernables dès l'intérieur, c'est parce qu'elles sont au fond la même chose. Ou plutôt, c'est parce que la gravité n'est pas une force du tout. C'est quelque chose d'autre. C'est une propriété de l'espace lui-même. Et là, il faut s'arrêter une seconde. Pas parce que c'est compliqué, mais parce que c'est si simple que le cerveau refuse de l'accepter. L'espace n'est pas un contenant vide. L'espace n'est pas le néant dans lequel les objets flottent. L'espace est une structure réelle, physique, qui peut se courber, se déformer, s'éteindre, s'étirer. Et le temps aussi. Ensemble, ils forment ce qu'Einstein a appelé l'espace-temps, et la masse, n'importe quelle masse, déforme cet espace-temps autour d'elle. Comme une bille de plomb posée sur un drap tendu déforme la surface du tissu. Les objets qui se trouvent à proximité de cette déformation ne sont pas attirés par une force mystérieuse qui agit à distance. Ils suivent simplement la courbure naturelle de l'espace-temps autour d'eux. Ils prennent le chemin le plus droit possible dans un espace courbé. Et ce chemin le plus droit possible dans un espace courbé, vu de l'extérieur, ressemble à une orbite. Ça ressemble à une chute, ça ressemble à de l'attraction gravitationnelle. Feynman expliquait souvent ceci avec une précision presque chirurgicale, mais aussi avec un enthousiasme contagieux qui rendait les physiciens les plus secs dans une salle complètement silencieuse et attentifs comme des enfants devant un tour de magie. Parce que c'est ça, la vraie magie, pas une force invisible qui tirait. Une géométrie, une courbure, un espace qui dit aux masses comment se déplacer, et des masses qui disent à l'espace comment se courber. C'est la phrase de John Wheeler, un ami et collègue de Feynman, et c'est peut-être la phrase la plus élégante que la physique ait jamais produite. Attends, il y a un mot pour tout ce que je viens de décrire. Ce mot change tout. Mais je ne vais pas encore te le donner. Parce que d'abord, il faut comprendre pourquoi c'est si important. Pourquoi ce n'est pas seulement un beau concept de café du dimanche. Pourquoi ça touche à quelque chose d'absolument vital pour notre espèce. Voici ce qui devrait te tenir éveillé la nuit. Non, sérieusement. Pas de façon dramatique, mais avec la précision froide et sèche d'un diagnostic médical. Notre Soleil va mourir. Dans environ 5 milliards d'années, il va épuiser son hydrogène, se gonfler en étoile géante rouge et engloutir probablement la Terre. 5 milliards d'années, ça semble long. C'est long. Mais dans l'histoire de l'univers, qui a déjà 13,8 milliards d'années, c'est un battement de cils. Et ce n'est même pas notre menace la plus urgente. Les extinctions de masse, nous en avons déjà subi 5. 5 fois, la vie sur Terre a failli être complètement effacée. Par des astéroïdes, des éruptions volcaniques massives, des changements climatiques catastrophiques. La 6e extinction est en cours, et celle-là, c'est nous qui la provoquons. Mais laissons ça de côté. Le vrai problème existentiel est celui-ci. Si la totalité de l'humanité, toute notre connaissance, toute notre musique, toute notre science, tout ce que nous avons compris de l'univers depuis que le premier Homo sapiens a levé les yeux vers le ciel, si tout ça est concentré sur une seule planète, alors il suffit d'un événement pour que tout disparaisse. Un seul, un astéroïde bien placé, une supernova trop proche, une pandémie particulièrement agressive. Et l'univers continuera sans même remarquer que quelque chose d'intéressant venait de s'éteindre. Feynman avait une façon particulière de parler de ça, non pas avec du désespoir, mais avec une urgence pratique. Il disait que l'une des choses les plus importantes que l'humanité puisse faire est de comprendre suffisamment la physique pour ne plus être prisonnière d'une seule planète. Ce n'est pas du luxe. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une nécessité de survie aussi fondamentale que de trouver de la nourriture ou de l'eau. Et pour y arriver, pour vraiment maîtriser les voyages interstellaires, pour comprendre comment l'univers fonctionne à grande échelle et petite échelle, il faut comprendre la gravité. Vraiment, pas juste nommer la force, la comprendre. Parce que la gravité est l'ennemi numéro 1 du voyage spatial. Et aussi, paradoxalement, l'alliée la plus puissante qu'on puisse imaginer.
Et c'est là qu'on commence à entrer dans le territoire vraiment excitant. Le territoire où Feynman aurait ouvert les yeux comme un enfant, pas par métaphore, mais parce que c'est exactement ce qu'il faisait quand il découvrait quelque chose de beau. Pense à ce que signifie quitter la Terre. Pour envoyer n'importe quel objet dans l'espace, il faut d'abord vaincre la gravité de la Terre. La vitesse de libération terrestre est d'environ 11,2 km par seconde. 11,2 km par seconde. Répète ça, 11,2 par seconde. C'est environ 40 000 km par heure. 40 000. Pour comparaison, un avion de ligne commerciale vole à environ 900 km par heure. Il faudrait accélérer cet avion jusqu'à 40 fois sa vitesse maximale juste pour sortir de l'atmosphère terrestre. C'est pourquoi le carburant représente la grande majorité de la masse d'une fusée au décollage. C'est une bataille contre la courbure de l'espace-temps. Une bataille coûteuse, brouillante et terriblement inefficace avec les technologies actuelles. Et pourtant, cette même gravité qui nous coûte tant d'énergie pour nous échapper peut être utilisée comme un moteur. Les missions spatiales utilisent depuis des décennies ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle, le front gravitationnel. Une sonde spatiale passe à proximité d'une planète, elle est accélérée par la gravité de cette planète, elle en repart avec une vitesse supérieure à celle qu'elle avait en arrivant, sans carburant, sans moteur, juste en utilisant intelligemment la courbure de l'espace-temps autour d'une masse. Voyager 2, la sonde a utilisé cette technique plusieurs fois, avec Jupiter et Saturne, pour atteindre des vitesses suffisantes pour quitter le système solaire. Elle est maintenant en dehors de l'héliosphère, dans l'espace interstellaire. Lancée en 1977, elle voyage encore. C'est beau. C'est aussi le genre de choses qui montre que comprendre vraiment la physique, pas juste mémoriser des formules, donne des pouvoirs réels tangibles. Mais la question qui brûle vraiment, la vraie question cosmique que Feynman aurait posée avec ce sourire légèrement provocateur, c'est « et si on pouvait utiliser la gravité d'une façon encore plus radicale ?» Et si la courbure de l'espace-temps elle-même pouvait être notre moyen de transport? Et là, on entrait dans le territoire qui a longtemps appartenu aux romances de science-fiction, mais qui commence doucement à appartenir aussi à la physique sérieuse. Il y a un mot pour tout ça, un concept précis, et je vais encore attendre un peu avant de le nommer, parce qu'il faut d'abord construire encore quelques étages dans cet édifice d'idées. Chaque étage qui s'ajoute rend le suivant plus compréhensible et aussi plus stupéfiant. Voici quelque chose d'étrange, quelque chose que peu de gens savent vraiment et qui pourtant est une conséquence directe de la vraie nature de la gravité telle qu'Einstein l'a décrit. Le temps ne passait pas à la même vitesse partout dans l'univers. Non, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une façon poétique de dire que le temps semblait passer plus vite quand on s'amuse. C'est littéral, physique, mesurable. Le temps s'écoule plus lentement là où la courbure de l'espace-temps est plus intense, c'est-à-dire là où la gravité est plus forte. Si tu vivais à la surface d'une étoile à neutrons, un objet d'une densité si extrême qu'une cuillère à café de sa matière pèserait autant que toute la chaîne des Alpes, le temps s'écoulerait pour toi significativement, plus lentement que pour quelqu'un d'éloigné. Non pas d'une fraction de seconde perceptible seulement avec des instruments de précision, de façon dramatique, dramatiquement plus lentement. Et ce n'est pas que de la physique exotique pour étoiles mortes. Les satellites GPS qui orbitent au-dessus de nos têtes, des satellites banals et pragmatiques qui servent à nous indiquer où se trouve le restaurant le plus proche. Ces satellites doivent corriger leurs horloges chaque jour pour compenser exactement cet effet. Parce qu'ils sont plus loin de la Terre, dans une gravité légèrement plus faible, leur temps s'écoule légèrement plus vite que le temps sur la surface terrestre. Si on ne corrigeait pas cette différence, les GPS accumuleraient une erreur de plusieurs kilomètres par jour. Ce ne sont pas des conjectures théoriques. Ce sont des calculs qu'on doit faire pour que ton téléphone te dise correctement de tourner à gauche au prochain carrefour. La relativité générale d'Einstein n'est pas une belle idée philosophique, c'est de l'ingénierie, c'est du quotidien. Et presque personne ne sait pourquoi son GPS fonctionne. Maintenant, Feynman avait une façon de poser des questions qui déconstruisaient les fausses certitudes avec la précision d'un bistouri. Il posait des questions simples, apparemment naïves, et il les posait jusqu'à ce que l'interlocuteur réalise qu'il ne savait pas vraiment répondre. Une de ces questions était « Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir ?» Et cette question, si on la prend au sérieux,
si on refuse de se satisfaire d'une réponse vague, mène à des endroits philosophiquement vertigineux. Un trou noir est la conséquence ultime de la courbure de l'espace-temps. Quand une étoile suffisamment massive meurt, elle s'effondre sur elle-même sous sa propre gravité. L'effondrement est si violent, si radical, que la courbure de l'espace-temps devient infinie en un point. On appelle ça une singularité. Et autour de cette singularité se forme ce qu'on appelle l'horizon des événements. Une frontière au-delà de laquelle rien du tout, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Pas parce qu'une force mystérieuse les retient, mais parce que l'espace-temps est tellement courbé qu'il n'existe tout simplement plus de chemins qui pointent vers l'extérieur. Toutes les directions pointent vers l'intérieur. L'espace lui-même se referme. Si tu traversais l'horizon des événements d'un trou noir suffisamment grand, tu ne ressentirais rien de particulier à ce moment précis. Pas d'amour, pas de signal, pas de douleur. Tu traverserais ce point de non-retour sans même t'en rendre compte, parce que localement, à ton échelle, l'espace semble toujours normal. Ce n'est qu'en regardant derrière toi que tu réaliserais que tout ce que tu as laissé là-bas t'est maintenant définitivement inaccessible. L'univers entier est toujours là, visible comme toujours, mais tu ne peux plus le rejoindre. Et lui ne peut plus te rejoindre. Tu es seul, tombant vers le centre, dans un silence absolu. C'est une solitude d'un type que l'esprit humain peine vraiment à saisir. Et c'est, selon Feynman, exactement le genre de pensée qui devrait nous forcer à prendre la physique au sérieux. Pas comme un jeu académique, comme une tentative de comprendre les vraies limites de la réalité dans laquelle nous vivons. At the end, il y a quelque chose d'encore plus étrange. Quelque chose qui a été prédit par la physique bien avant d'être observé et dont l'observation directe, il y a quelques années, a causé dans le monde scientifique une mélange d'euphorie et d'humilité presque religieuse. Il y a un phénomène qui est directement lié à la vraie nature de la gravité, un phénomène que j'ai mentionné indirectement plusieurs fois déjà, et dont la découverte expérimentale représente peut-être la confirmation la plus spectaculaire que notre compréhension de l'univers est sur la bonne voie. Quand deux trous noirs ou deux étoiles à neutrons tournent l'un autour de l'autre en spirale, de plus en plus vite et finissent par fusionner, ils libèrent une énergie colossale. Une énergie comparable à ce que notre Soleil va irradier pendant toute sa vie, en quelques dixièmes de seconde. Et cette énergie ne voyage pas sous forme de lumière, ni de chaleur, ni de matière. Elle voyage sous forme de déformation de l'espace-temps lui-même, des rides dans la géométrie de la réalité. Ces rides traversent l'univers à la vitesse de la lumière et quand elles passent par un endroit, elles se compriment et étirent légèrement toutes les distances de cet endroit. Légèrement, d'un facteur d'un sur 10 000 milliards de milliards. C'est une déformation 1000 fois plus petite qu'un proton. Et pourtant, en septembre 2015, des détecteurs construits exactement dans ce but, des tunnels de plusieurs kilomètres de long dans lesquels des lasers mesurent des distances avec une précision inimaginable, ces détecteurs ont enregistré exactement ces signaux. Le signal de deux trous noirs qui ont fusionné il y a plus d'1 milliard d'années. Il y a 1 milliard d'années, cette collision titanique a envoyé une ondulation à travers l'espace-temps. Cette ondulation a voyagé pendant 1 milliard d'années à la vitesse de la lumière. Et elle a traversé la Terre immatine de septembre 2015, en comprimant et en étirant chaque objet sur Terre d'un facteur infinitésimal. Tes bras, ta chaise, ce bâtiment, tout a été légèrement, imperceptiblement déformé pendant une fraction de seconde. Et nous l'avons mesuré. Oui, c'est ça. Ces rides dans l'espace-temps, ces déformations de la géométrie de la réalité, ces conséquences directes de la vraie nature de la gravité telle qu'Einstein l'a décrit, s'appellent les ondes gravitationnelles. Voilà le mot. Voilà le concept que j'avais en tête depuis les débuts. Les ondes gravitationnelles, ce n'est pas une métaphore. Ce ne sont pas des ondes dans un milieu comme les vagues dans l'eau ou le son dans l'air. Ce sont des ondulations de l'espace-temps lui-même, de la structure même de la réalité. Et leur détection n'est pas seulement une victoire intellectuelle. Un beau résultat de laboratoire à publier dans une revue. C'est l'ouverture d'une nouvelle façon de percevoir l'univers. Pendant toute l'histoire de l'astronomie, nous avons observé le cosmos avec des yeux, ou plutôt avec des instruments qui captent de la lumière. Lumière visible, infrarouge, rayons X, ondes radio. Mais la lumière ne peut pas traverser certaines régions de l'univers. Elle est absorbée, diffusée, bloquée par la matière. Les ondes gravitationnelles traversent tout, absolument tout. La matière ne les arrête pas.
Elles traversent les planètes, les étoiles, les nébuleuses, comme si tout ça n'existait pas. Ce sont des messagers qui n'ont jamais été interceptés depuis le début de l'univers. Nous avons désormais une façon d'écouter l'univers. Pas de le voir, de l'écouter, d'entendre les collisions de trous noirs à des milliards d'années-lumière, d'entendre les fusions d'étoiles à neutrons. Peut-être un jour d'atteindre les premiers instants du Big Bang lui-même, des événements dont les ondes gravitationnelles auraient traversé tout l'univers depuis presque 14 milliards d'années. Feynman n'a pas vécu pour voir ça. Il est mort en 1988. La détection des ondes gravitationnelles a eu lieu en 2015, mais il avait tout prévu. Pas les détails techniques, mais la logique. Si Einstein avait raison sur la nature de la gravité, si la gravité est vraiment une courbure de l'espace-temps, alors des événements violents doivent créer des ondes dans cette courbure. Ce n'était pas une hypothèse audacieuse, c'était une déduction logique et inévitable. Et il adorait ça. Il adorait les choses qui sont logiquement inévitables, parce que ça signifie que la nature n'a pas le choix d'être autrement. Mais maintenant, restons encore là-dedans. Parce que comprendre les ondes gravitationnelles, c'est comprendre pourquoi la gravité est si centrale pour notre avenir cosmique. Chaque fois que nous détectons une onde gravitationnelle, nous mesurons directement la courbure de l'espace-temps. Nous testons nos théories de gravité dans des conditions extrêmes, des conditions que nous ne pourrions jamais reproduire dans un laboratoire terrestre. Et chaque fois que nos théories tiennent, chaque fois que les données correspondent à ce qu'Einstein a prédit il y a un siècle, notre confiance dans la structure de la relativité générale augmente. Pourquoi est-ce important pour les voyages interstellaires? Parce que maîtriser les voyages entre les étoiles, voyager vers d'autres systèmes solaires en des temps raisonnables, nécessite de comprendre profondément la structure de l'espace-temps. Les distances sont décourageantes. L'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, est à environ 4,2 années-lumière. Une année-lumière est la distance que la lumière parcourt en un an. La lumière qui voyage à environ 300 000 km par seconde. 4,2 années de voyage à cette vitesse. Avec nos meilleures fusées actuelles, le voyage prendrait environ 77 millions. 77 millions. Toute la civilisation humaine depuis les premières peintures rupestres jusqu'à aujourd'hui représente à peine 40 000 ans d'histoire documentée. Alors, comment fait-on? Comment passait-on de 77 000 ans à quelque chose de vivable? Il y a plusieurs approches et toutes dépendent d'une compréhension profonde de la physique. La première est la propulsion. Si on pouvait atteindre une fraction significative de la vitesse de la lumière, 10%, le voyage prendrait 42 ans. Encore long, mais sur une vie humaine, et à des vitesses encore plus proches de celles de la lumière. La relativité restreinte entre en jeu et le temps à bord du vaisseau se dilate. Un voyageur à 90% de la vitesse de la lumière vieillirait 2 fois moins vite que quelqu'un resté sur Terre. Ce n'est pas de la magie, c'est de la géométrie de l'espace-temps en mouvement. La deuxième approche est plus radicale. Si la gravité est une courbure de l'espace-temps, et si cette courbure peut être créée et manipulée, alors peut-être existe-t-il des façons de raccourcir les distances en courbant l'espace lui-même entre deux points. C'est l'idée derrière les trous de verre, ces tunnels hypothétiques à travers l'espace-temps qui connecteraient deux régions éloignées. Einstein et Rosen ont décrit mathématiquement ce genre de structure dès 1935. Les équations de la relativité générale les permettent. Le problème pratique est colossal. Pour maintenir ouvert un trou de verre traversable, il faudrait une quantité astronomique de ce qu'on appelle la matière exotique, une matière à énergie négative dont l'existence n'est pas prouvée à grande échelle. Mais les équations ne l'interdisent pas. Et Feynman dirait exactement ça. Il dirait « les équations ne l'interdisent pas ». Ce n'est pas la même chose que de dire que c'est possible. Mais c'est différent de dire que c'est impossible. Et cette différence, cette zone grise entre l'impossible et le prouvé possible, c'est exactement là que la physique vit. C'est là où les découvertes se font. C'est là où les générations futures de physiciens vont travailler. Et maintenant, parce que ça serait injuste de parler de voyages interstellaires sans parler de la question qui obsède probablement la plupart des gens depuis qu'ils ont levé les yeux vers le ciel pour la première fois. Sommes-nous seuls? La paradoxe de Fermi. Enrico Fermi, un des physiciens les plus brillants du XXe siècle, ami et collègue de Feynman au laboratoire de Los Alamos pendant la Seconde Guerre mondiale, a posé une question lors d'un déjeuner avec des collègues en 1950. Une question simple, presque rhétorique, mais dont les implications sont absolument terrifiantes si on les prend au sérieux.
Sa question était, mais où sont-ils? L'univers observable contient des centaines de milliards de galaxies. Chaque galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles. Beaucoup de ces étoiles ont des planètes. Beaucoup de ces planètes sont dans la zone habitable, ni trop chaude ni trop froide pour l'eau liquide. Par le simple calcul des probabilités, la vie et peut-être l'intelligence devraient exister partout. Et pourtant silence, silence radio total depuis l'espace profond. Aucun signal clairement artificiel, aucun signe visible de civilisation technologique avancée. Où sont-ils? C'est ça, la paradoxe de Fermi. Et elle est terrifiante non pas parce qu'elle suggère que nous sommes seuls, ce qui est un soi suffisamment vertigineux, mais parce qu'une des explications possibles, c'est que les civilisations technologiques avancées ont tendance à disparaître. Tendance systématique. Avant d'avoir eu le temps de s'éteindre dans la galaxie, avant d'avoir eu le temps d'envoyer des signaux assez forts pour être détectés. Cette explication, que les physiciens et les astronomes appellent le grand filtre, signifierait que quelque chose, quelques barrières évolutives ou technologiques ou cosmiques, éliminent les civilisations avant qu'elles atteignent l'étape interstellaire. Et la question terrifiante est, sommes-nous avant ou après ce filtre? Avons-nous déjà passé le moment le plus dangereux, l'émergence de la vie complexe, la transition vers l'intelligence, les premières guerres nucléaires? Ou est-ce que ce filtre nous attend encore devant nous? Feynman aurait posé cette question avec une gravité. Pardonne le jeu de mots qui rendrait la salle silencieuse. Parce que si les grands filtres est devant nous, alors nos choix actuels, nos investissements et sciences fondamentales, notre décision collective de comprendre ou d'ignorer les lois de l'univers ont une importance qui dépasse la politique, l'économie, la culture. Ils déterminent si notre chapitre dans l'histoire de l'univers se termine maintenant ou continue. Chaque jour où nous choisissons l'ignorance plutôt que la curiosité. Chaque jour où nous coupons des budgets de recherche fondamentale pour des raisons à court terme. Chaque jour où un enfant qui demande pourquoi la baguette tombe reçoit juste un mot au lieu d'une vraie réponse, nous perdons quelque chose d'irremplaçable. Nous perdons un peu de notre capacité collective à comprendre et donc à survivre. Ce n'est pas du catastrophisme, c'est de la physique appliquée à l'histoire. Et Feynman le dirait ainsi, l'ignorance n'est pas neutre. L'ignorance a des conséquences. Les conséquences de l'ignorance en physique sont que les avions ne volent pas, que les fusées n'atteignent pas l'orbite, que les médicaments ne guérissent pas, que les civilisations meurent sans avoir compris pourquoi. Mais voilà les contrepoids, voilà la beauté qui équilibre la terreur. Parce que si tout ce que je viens de dire était seulement sombre, seulement menaçant, alors Feynman s'élèverait, prendrait ses bongos qui ne sont jamais loin et jouerait quelque chose d'entraînant pour rappeler que la physique n'est pas une discipline du désespoir. C'est une discipline de l'émerveillement. Parce que voici ce que l'humanité a déjà accompli avec sa compréhension de la gravité et des lois de la physique. Nous avons envoyé des sondes sur toutes les planètes du système solaire. Toutes. Nous avons posé des humains sur la Lune 6 fois avec des ordinateurs dont la puissance de calcul était inférieure à celle de ta montre connectée. Nous avons construit une station spatiale qui orbite la Terre à environ 400 km d'altitude, se déplaçant à 28 000 km par heure, dans laquelle des êtres humains vivent et travaillent depuis plus de 20 ans sans interruption. Nous avons détecté des planètes autour d'étoiles à des centaines d'années-lumière, des planètes de la taille de la Terre dans la zone habitable de leur étoile, en mesurant la légère diminution de luminosité qu'elles provoquent quand elles se passent devant leur soleil. Nous avons pris la première photographie d'un trou noir, l'ombre de son horizon des événements, projetée sur le fond lumineux de son disque d'accrétion, confirmant visuellement quelque chose que les équations avaient prédit depuis un siècle. Tout ça, absolument tout ça, a été rendu possible par des gens qui ont refusé de se satisfaire du mot, qui ont voulu comprendre le mécanisme, qui ont posé la question suivante, et encore la suivante, jusqu'à arriver à quelque chose de suffisamment fondamental pour être réel. Et maintenant, voilà où nous en sommes. Voilà pourquoi la compréhension de la vraie nature de la gravité, cette courbure de l'espace-temps que j'ai décrite, ces ondes gravitationnelles que nous détectons désormais, n'est pas de l'histoire ancienne de la physique. Elle est au cœur de nos prochains siècles. Parce que si nous voulons voyager vers d'autres étoiles, il faudra probablement manipuler l'espace-temps d'une façon ou d'une autre.
Si nous voulons comprendre d'où vient l'univers, il faudra réconcilier la relativité générale, notre meilleure théorie de la gravité à grande échelle, avec la mécanique quantique, notre meilleure théorie du monde à très petite échelle. Et ces deux théories ne s'accordent pas. Pas encore, c'est le grand problème non résolu de la physique théorique. La relativité générale et la mécanique quantique sont toutes les deux extraordinairement précises dans leurs domaines respectifs. Mais elles se contredisent dans les régions extrêmes où les deux domaines se rencontrent à l'intérieur des trous noirs au moment du Big Bang. Il doit y avoir une théorie plus profonde, une théorie qui les englobe toutes les deux, qui révèle comment la gravité fonctionne à l'échelle quantique. La gravité quantique, c'est le saint graal de la physique moderne. Et personne ne l'a encore trouvé. Feynman lui-même a contribué à la mécanique quantique de façon révolutionnaire avec l'électrodynamique quantique, une théorie qui décrit comment les photons et les électrons interagissent avec une précision qui n'a pas de précédent dans l'histoire de la science. Il connaissait mieux que quiconque les outils conceptuels qui permettent de penser le monde quantique. Et il disait souvent, avec cette honnêteté brutale qui lui était propre, que la mécanique quantique est tellement bizarre, tellement contraire à l'intuition, que si quelqu'un prétend la comprendre vraiment, ce quelqu'un ment ou se trompe. Le mieux qu'on puisse faire est d'apprendre à l'utiliser correctement, à en accepter les règles même si elles semblent absurdes, et à extraire des prédictions que l'expérience confirme avec une précision stupéfiante. Et la même chose, dans un sens différent, pourrait être dite de la relativité générale. Tu peux apprendre à utiliser les équations d'Einstein. Tu peux prédire les trajectoires des satellites, les déflexions de la lumière par les étoiles, les délais dans les signaux GPS. Tu peux même prédire les ondes gravitationnelles et les trous noirs. Mais comprendre vraiment ce que signifie une courbure de l'espace-temps, saisir intuitionnellement ce que c'est que l'espace-temps lui-même, ça, c'est quelque chose que même les meilleurs physiciens admettent volontiers, qu'ils ne saisissent pas complètement. Et cette honnêteté, cette capacité à dire « je ne sais pas », est peut-être la chose la plus précieuse que la science puisse nous enseigner. Parce que je ne sais pas n'est pas une faiblesse. C'est une porte. C'est la porte qui mène à la découverte. Toutes les grandes avancées de la physique ont commencé par quelqu'un qui a eu le courage de dire « Cette explication ne me suffit pas. Je veux comprendre le mécanisme. Je veux savoir ce qui s'est passé réellement, pas juste comment le calculer. » Newton a dit « Je calcule la gravité, mais je ne sais pas ce qu'elle est. » Einstein a dit « Je pense que c'est une courbure de l'espace-temps et voilà comment le démontrer. » Et la prochaine génération de physiciens dira « Je sais comment la relativité générale décrit la gravité, mais je veux comprendre comment elle émerge du monde quantique. » Et cette question, cette générosité de se permettre de ne pas savoir pour mieux chercher, c'est exactement ce que Feynman recommandait. Pas avec de la résignation, avec de l'enthousiasme. Voilà donc ce que tout le monde comprenne mal sur la gravité. Ce n'est pas une force mystérieuse qui agit à distance, envoyée par on ne sait quel intermédiaire invisible. C'est la géométrie de l'univers en action. C'est l'espace-temps qui dit aux masses comment se déplacer, et les masses qui disent à l'espace-temps comment se courber. C'est un dialogue permanent entre la matière et la structure de la réalité. Un dialogue dont nous pouvons écouter les vibrations, littéralement, grâce aux ondes gravitationnelles. Un dialogue dont nous commençons à comprendre la langue grâce à Einstein, grâce aux expériences, grâce aux détecteurs qui tremblent des milliardièmes de mètres pour enregistrer l'écho de collision. Cosmique vieille d'1 milliard d'années. Et si tu comprends vraiment ça, si tu intègres vraiment la différence entre dire gravité et comprendre la courbure de l'espace-temps, alors tu viens de faire quelque chose de rare. Tu as accepté de regarder en face quelque chose de bizarre, de contre-intuitif, de légèrement déstabilisant pour ton sens commun et de ne pas te détourner. Tu as accepté de laisser la réalité être plus étrange que ton instinct et d'en être fasciné plutôt qu'effrayé. C'est ça, être physicienne. Pas dans le sens du diplôme ou du laboratoire. Dans le sens de l'attitude, dans le sens de la curiosité qui refuse de se laisser endormir par les mots, dans le sens du gamin qui lâche la baillée et qui pose la vraie question. Et c'est cette attitude, multipliée par des millions d'esprits curieux, transmise de génération en génération avec une ferveur presque religieuse, mais en rigueur absolument pratique, qui va peut-être nous permettre de survivre à tout ce que le cosmos nous réserve. Les astéroïdes, le vieillissement du Soleil, les distances interstellaires, le grand filtre de la paradoxe de Fermi. Pas avec de la chance, avec de la compréhension, avec de la physique.
Avec exactement ce genre de conversation où on refuse de se satisfaire du mot et où on cherche le mécanisme jusqu'au bout. Feynman terminerait probablement là-dessus avec ce sourire. Ce sourire qui n'est pas de la condescendance mais de la complicité. Le sourire de quelqu'un qui sait que le mystère n'est pas une menace mais une invitation. Et il dirait, en tapotant, probablement une table avec ses doigts dans un rythme syncopé. L'univers est magnifique. Il est aussi compliqué. Et notre seule chance, notre seule vraie chance, c'est de le comprendre suffisamment pour ne plus être à sa merci. Alors continue de poser des questions, continue de refuser les réponses insuffisantes. Continue de tomber comme la lune tombe vers la terre, encerclée des plus en plus précis autour de la vérité, sans jamais t'écraser et sans jamais t'arrêter.